Bonsoir à tous, donc nous allons recommencer une nouvelle année de contes de fées et de café sexo aussi. Et nous avons choisi pour la dernière fois, nous avions choisi les non-dits et secrets de famille. Alors, il y a énormément à dire, beaucoup de choses, même des choses non dites jusqu'ici, et des choses déjà redites, mais bon, c'est pas grave. Je crois que c'est un sujet important, puisque nous en connaissons tous, ou nous subodorons qu'il y ait dans toutes les familles ce genre de choses. Et donc, voilà, je vais laisser la parole 2 minutes à Sonia. Alors pour les nouveaux, les nouvelles ce soir, je vous présente Françoise Sanquer, médecin lourde, enfin largement diplômée, étudiante éternelle, qui anime les cafés sexo et les cafés contes de fées. Café sexo est arrivé en premier, les thèmes sont plutôt autour de la sexualité, de l'amour, des rencontres. Café contes de fées, on parlera plus des relations intrafamiliales, des violences conjugales, des parents toxiques, des secrets de famille comme ce soir. Donc, comme d'habitude, nous sommes filmés toutes les deux, les participants ne le sont pas. Par contre, on entend vos voix, alors si jamais ça vous posait un problème qu'on entende vos voix, que ce soit diffusé, ce serait gentil de le dire avant qu'on puisse s'arranger. Voilà, parce que c'est toujours compliqué de faire des coupures après. Alors, on retrouve les vidéos sur YouTube et comme on est super moderne, il y a aussi une page Facebook, il y en a même 3, il y a Café Sexo France et Café Contes de Fées, F-I-T-S, puisque la vie n'est pas un conte de fées, voilà. Donc, ce soir, les non-dits et les secrets de famille. J'ai envie de dire que la différence entre le secret de famille et le non-dit, c'est que le secret de famille, on le cache. C'est vraiment quelque chose qu'on couvre, qu'on préserve et qu'on cache volontairement. Le non-dit, ce sera plus des choses qu'on ne dit pas tout simplement parce qu'on n'a pas envie de dire à son conjoint qui pue du bec ou qu'on n'ose pas dire « Oh bah t'as encore oublié de m'offrir des fleurs à la Saint-Valentin ». Moi je le vois plus comme ça, voilà. Oui, l'autre jour, quand on s'est passé à Radio Évasion, là, elle m'a dit « Ah ben oui, mais on a le droit chacun à notre jardin secret », mais c'est pas, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Bien sûr heureusement qu'on a tous un jardin secret. Enfin, je crois que c'est bien de ne pas tout dire à l'autre, mais qu'est-ce qu'un non-dit ? Est-ce que vous avez des exemples autour de vous? Moi, j'en ai des quantités, des tas de gens qui m'ont raconté des choses, graves ou moins graves d'ailleurs, ou quelquefois tout simplement quelque chose qui n'a aucune importance réelle, mais qui devient du coup quelque chose d'extraordinairement lourd. Qui pourrit la vie. Et qui pourrit la vie. Il ne faut pas que ce soit une dissimulation, le non-dit. Tout à fait. Je crois que ne c'est pas ta dire raison. quelque chose, l'autre n'est pas obligé de tout savoir, mais dissimuler, ça pourrait changer l'opinion de l'autre sur vous. Donc, Oui, là, ça pose un problème. ça peut poser un problème en tout cas, oui, certainement. Alors comme on le dit toujours, il n'y a pas de secret dans la vie, il faut communiquer. Mais quand on arrive dans le non-dit, c'est clairement un problème de communication. Oui, mais le problème aussi, c'est aussi une histoire de société. Il y a des choses qu'on ne peut pas avouer. J'ai une de mes amies, par exemple, qui m'a dit que sa mère lui avait avoué, c'est terrible ce mot, avoué, à son décès à 87 ans, qu'elle avait été violée quand elle en avait 7. Sur son lit de mort, la mère l'a dit, et ça l'avait travaillé toute sa vie. Et elle n'a avoué cela que lors de son décès à sa fille. Vous vous rendez compte la lourdeur de ce qu'elle a porté, de ce secret, de ce non-dit? Alors, est-ce que c'est un secret, est-ce que c'est un non-dit? Ça se discute, parce qu'elle a sûrement porté ça pendant toute sa vie. Est-ce que ça a eu des conséquences sur ses enfants? Je ne sais pas trop. D'après les psys, porter un secret comme ça a des conséquences sur plusieurs générations. C'est Sur horrible. plusieurs générations, vous dites, parce que bon, c'est des conséquences pour la mère, d'accord, pour la fille victime, d'accord, Qui ne sait pas pourquoi, qui se demande ce qui se mais passe. ça ne va pas redescendre à la génération d'en dessous. Non, mais là, peut-être que la fille a peut-être été élevée en fonction de ça, d'une certaine façon, avec effectivement une appréhension des hommes. La mère lui a dit fais attention, ne sens pas le son. Enfin, tout ce qu'on
qu'on nous raconte, mais encore plus fort peut-être. Elle ne m'a pas dit les Et donc elle conditions peut sont- transmettre ça, Bien sûr. la fille Et donc, de victime, elle peut génération- transmettre ça à ses enfants. Oui, bien sûr. Là, c'est la mère qui avait été victime Oui. du viol. Hein. Ah, c'est la mère qui a Ah, je raconté croyais à que sa c'est- fille. je croyais que Non, non, c'était non, non. C'est la mère qui a raconté à sa fille sur son lit de mort que elle-même, la mère, avait été violée quand elle avait 7 ans. Sans doute les relations mère-fille Donc, ont été Certainement. Alors, cette femme, elle a été violée à l'âge de quel âge? 7 ans. 7 ans. Bon, alors, elle aurait dû en parler à sa fille quand? Sa fille adolescente, sa fille Elle aurait adulte dû en parler Adulte, déjà à quand ses même. propres parents. Ses parents auraient dû à ses le parents, savoir. voilà, ses parents. Peut-être qu'ils l'ont su, Parents, peut-être, ouais. mais à l'époque. peut-être qu'ils À n'ont pas l'époque. cru aussi. C'est aux parce parents, que- ouais. Mais à l'époque, ça ne se disait pas. Non Mais, plus. pardon, à Ça, sa ça se fille, dit encore, à d'ailleurs. quel âge aurait-elle dû le dire à sa fille? Mais je ne sais pas. Ça dépend de l'enfant, de la relation mère-fille, du contexte familial. Et puis il y a des Est-ce gens qu'on qui ne doit veulent pas dire savoir aussi. Est-ce qu'on doit dire? La question est là. Je pense qu'il est bon que ça soit dit pour soi-même, mais après, il faut choisir le Les moment. conséquences, voilà. il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir Et le ça doit dire. être épouvantable, de toute façon, d'être dans cette situation-là, d'avoir été violée d'abord. Ça doit être épouvantable, non? Bien sûr. Donc, je pense que derrière tout ça, il y a des peurs. Hein. Oui. Il y a des peurs, de la culpabilité. Donc, je pense que c'est pas Tout à fait. facile Oui, parce que de le dire. Et voilà, c'est compliqué pour la personne qui a vécu ça. Et peut-être aussi pour protéger, peut-être aussi. Oui, il y a hein. des tas de raisons Oui. qui font que, mais pour cette pauvre femme, il est certain que ça a été Effectivement. extrêmement lourd. Ouais, elle comporte Et ça toute donc, sa et vie. ça a eu des Bien sûr. conséquences dans l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants. Parce qu'après, je crois qu'on transmet les croyances Bien aussi, sûr. après tout ça, à travers Bien ça. sûr. Inconscient ou consciemment, voilà, ça se transmet. Et comme on dit, on n'arrive jamais sur Terre avec des valises vides, on arrive déjà bien Il chargé. existe d'ailleurs une certaine psychologie qui se base sur la généalogie, sur sûr. justement De psychogénéalogie, secrets. Voilà. bien sûr. Je ne connais pas grand-chose là-dedans, mais j'imagine un peu ce que ça doit être, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont secrètes, qui sont cachées, et puis qui se révèlent ou pas. Je pensais à ça l'autre jour quand on en discutait un petit peu avant la radio, parce qu'hier on est allé à répondre à une interview, c'était amusant. Et donc on a parlé de ce qu'on allait dire ce soir. Et je réfléchissais à, par exemple, cet acteur, c'est Jack Nicholson, Oui. qui joue dans Vol au-dessus de la nuit de coucou, là. Hein. Il a appris, c'est un beau film, enfin un Quel film. film, Oui. Et un très bon acteur, bien Ah entendu. ouais. Mais il a appris très tardivement que sa sœur était en fait sa mère. oui, sa grand-mère maternelle était sa mère était sa sœur. Sa sœur avait, donc sa mère avait été enceinte, elle avait 14 ans. Et donc les parents, pour pas que ça se sache, avaient fait croire au petit garçon que sa mère, c'était sa sœur aînée. Et en fait, il l'a su très tardivement. Et donc ça a chamboulé évidemment toute sa vie. Mais il savait bien sûr il sentait qu'il y avait quelque chose. Alors imaginez la vie de cet homme, de ce petit garçon, et puis ensuite, il y a énormément de films là-dessus. Le film Lion, je ne sais pas si vous l'avez vu, ouais. magnifique. Mm. Hein. Là, c'est bâti aussi sur une histoire d'adoption, mais Nicole Kidman est magnifique parce qu'elle avait dit qu'il était adopté, mais la seule chose qu'elle n'avait pas dit, et j'ai trouvé ça sublime de sa part, c'est qu'elle pouvait avoir des enfants. Elle avait décidé d'adopter parce qu'il y a assez d'enfants malheureux comme on adopte. Hein. Je trouvais que c'était assez extraordinaire comme façon de faire. Et lui ne le savait pas. Et quand il a cherché ses parents, elle lui a dit « Mais non, on t'a adopté parce qu'on voulait rendre service à un enfant malheureux. » Ça l'a soulagé le gamin, enfin le jeune homme. Ça aussi, mais c'est un secret dans l'autre sens presque. C'est positif. Enfin, moi, je trouvais ça très positif. Et j'ai trouvé que ce film était sublime, un peu en raison de ce petit détail, qui n'est pas un détail à mon avis. Hein. Donc, c'est formidable. Et il y a aussi un film que j'ai vu il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années. Et je l'ai non seulement vu au cinéma, mais je l'ai vu surtout dans une pièce de théâtre.
au théâtre, c'est Festen. Alors Festen, c'est un film finlandais, je crois, ou norvégien, je ne sais plus, enfin donc l'Europe du Nord, où il y a c'est une fête de famille dans un hôtel qui est fermé pour l'occasion. Le patriarche, et c'est dans le théâtre, au théâtre, c'était André Dussolier qui jouait le rôle du père. Il fêtait ses 60 ans, il avait invité donc tous les amis, etc., le banc et l'arrière-banc. Et j'avais donc pris des pièces au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Et j'étais avec mon compagnon de l'époque, j'avais fait la surprise. Et on nous avait dit, bon, vous allez être sur la scène. On nous avait demandé si on pouvait, donc on a eu un repas gratuit. Et puis on faisait partie du banquet. Alors je peux dire que c'est autre chose. On était dans l'action. Alors donc, on était dans ces pays-là, on n'applaudit pas, on frappe comme ça, donc on s'était adapté tout à fait, on était tout à fait figurants, parfait, hein, on était une trentaine comme ça. Et puis, au bout d'un moment, donc, on commence à poser des toasts à notre ami si bon hôtelier, restaurateur, qui sait organiser les fêtes, etc. Et puis donc, voilà, bon, allez, top. Oh non, j'ai trouvé ça très bien. Moi, je connaissais l'histoire, mais bon, je me demandais comment ça allait arriver. Et puis donc, à bout d'un moment, celui qui le fils aîné, à mon père, qui nous a violés pendant toute notre enfance dans la salle de bain. On y était, quoi. On était dedans. Le choc. Pourtant, je savais, je connaissais l'histoire. Et bon, et vous imaginez, pour cette famille, la mère, donc, le savait, soi-disant, plus ou moins, certainement, parce que c'était pas possible qu'elle ignore ça. Et donc, il y a le fantôme de la fille, Mathilde Séniès, qui s'était suicidée 1 an avant, à cause de ça aussi, d'ailleurs. Enfin, c'est une histoire atroce, mais qui représente bien ce qui se passe bien souvent dans un certain nombre de familles. Alors, ce sont des secrets, effectivement, particulièrement néfastes. Mais il y a des secrets. J'ai un de mes patients dont je vous ai parlé plusieurs fois. J'ai réussi à lui faire avancer un petit peu dans son histoire encore, l'homme au gant, fascinant au café sexo. Et il m'a dit, là pareil, je vais utiliser le mot avoué, c'est terrible. Mais on a l'impression que c'est presque ça. Et il a fini par sortir, alors qu'il le savait aussi depuis un certain temps, que c'est une partie des problèmes qu'avait sa mère, puisqu'elle portait des gants pour nettoyer le petit, etc. Et en fait, le père de sa mère était collaborateur. Il a été fusillé à la Libération. Comme quoi, ça aussi, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec la sexualité directement, hein, mais c'était honteux. Donc on ne parlait jamais du grand-père, tant qu'il existait. Après, il y a des choses qui étaient peut-être honteuses à une certaine époque qui ne le sont plus maintenant. Aussi. Il y a 50 ans, être une mère célibataire, c'était la honte absolue. Tout à fait. Aujourd'hui, on est une femme courageuse et battante qui élève son enfant seule. L'homosexualité n'est plus une honte. Encore, je crois. Moins. Les maladies, les divorces, ça a été très mal vu. Des doubles vies. Les doubles vies, la maladie mentale, toutes ces choses-là, même la stérilité, c'était quelque chose pas facilement à voir, qu'on tolérerait plus maintenant, je pense. Oui, puisqu'il faut être stérile quand même pour pouvoir bénéficier maintenant de PMA, etc. Donc, c'est dans le film aussi, que j'ai vu récemment, je ne sais pas si d'autres l'ont vu dans la salle, c'est Au témoin d'un doute, fabuleux. Oui. Moi j'ai trouvé génial ce film. Vous l'avez vu. Et ça parle donc justement aussi d'un secret. Un monsieur apprend par hasard, puisque sa fille est enceinte, et il y a une maladie génétique dans la famille de son père. Et il apprend par hasard que son père n'est pas son père. Mais son père le sait, par contre, par rapport à la chanson d'autrefois. Et donc, il va découvrir son père biologique, en fait. Et ça se finit très bien, d'ailleurs, parce qu'il tombe amoureux de la fille de ce monsieur, puis, qui est sa sœur, enfin sa demi-sœur. Mais en fait, voilà, ça continue. Et c'est vrai que c'est quand même un secret qui est souvent bien gardé, parce que autrefois,
tu parlais de stérilité, il y avait beaucoup d'hommes, les hommes sont plus stériles en général que les femmes. Hein. Mais on accusait les femmes souvent, parce que tout simplement, quand l'homme était stérile, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, la femme allait voir le facteur ou quelqu'un du même genre. Hein. Ce qui fait que j'ai fait, j'ai fait des études de pharmacologie, entre autres, et en 90-91, l'Institut Pasteur nous avait demandé de faire une enquête, on était 20 en France à le faire, à participer à ça, une enquête pour essayer de trouver quel était le gène de l'asthme. S'il y avait un facteur génétique dans l'asthme, dans un certain type d'asthme, enfin bon bref. Et on nous avait demandé de trouver 5 générations, hein, de façon à prélever un peu de sang à chaque pour voir quelles étaient les ressemblances, pour voir. Et puis l'enquête s'est arrêtée, parce que... Bon. Voilà. Il paraît qu'un enfant sur 9 n'est pas de son père. Statistiquement parlant en France. Ça laisse rêveur. Mais c'est pas étonnant quand on réfléchit. Parce que ces messieurs allaient au bordel, hein, et puis nous, on avait d'autres solutions. Donc c'est plutôt positif quelque part, mais enfin, ce sont des secrets. Bon, le secret, on est d'accord, c'est quelque chose qu'on cache. Quelque chose qu'on dissimule, quelque chose qu'on ne veut pas dire à sa famille, qu'on ne veut pas dire à son conjoint, à son entourage. C'est vraiment... il y a une volonté de garder la chose pour soi. Obligatoirement, sinon c'est pas un secret. Le non-dit, juste on le dit pas. Mais le secret, ça tient aussi à la société, puisque les secrets de famille, c'est pour une époque. Alors, est-ce que c'est toujours actuel ou c'est pour une époque antérieure où le poids social était plus... Je pense qu'il doit y en avoir davantage autrefois, mais j'en sais rien en fait. Peut-être que dans les nouvelles générations, il y a d'autres secrets. Mais lesquels? Par exemple, les non-dits, ça c'est un non-dit, celui qui est séropositif et qui ne le dit pas. C'est un sacré non-dit, ça. C'est arrivé. Oui, ça arrive encore. Et ça arrive encore. Il y a eu des procès récemment, il y a quelqu'un qui avait contaminé 4 personnes comme ça. Il y a un mois ou deux, on en a parlé. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Oui, c'est gravissime. Moi, je connais une personne qui a été victime d'une chose comme ça, parce qu'il y a un homme, en fait, sa copine lui a refilé ça, et en fait, pour se venger en quelque sorte, il est allé le refiler à tout plein de filles dans une ville. Oui. Autrefois, c'était la syphilis. Mais maintenant, ça existe encore la syphilis. Hein. Mais j'ai une patiente qui avait une syphilis tertiaire comme ça. Elle en voulait énormément à son père, justement, parce qu'il avait contaminé sa mère quand elle était enfant. Donc la mère était enceinte et elle avait attrapé la syphilis intra-utérine. Ah ouais, ça vous a pris? Ah bien sûr, bien sûr. Ouais. Il y a la syphilis primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, c'est le chancre syphilitique, localement, soit sur le pénis, soit sur les 2 grandes lèvres, par exemple. Après, secondaire, c'est la personne qui l'attrape, c'est une éruption. Et tertiaire, c'est le bébé. Ce sont des maladies dont on ne parle plus, mais ça existe. Et c'est vrai que Et ça aussi, ce sont des non-dits. C'est assez effrayant. Alors à notre époque, qu'est-ce qu'il y a comme secret? Il y a plein de choses qu'on ne veut pas dire. Ceux qui ont, par exemple, je me souviens, je crois que j'en ai déjà parlé quelque part, il y a aussi une vidéo qui est extraordinaire sur YouTube, je ne sais pas si c'est sur YouTube ou autre, mais enfin sur Internet, que j'ai vue et que j'ai envoyée à plusieurs personnes, que je trouve fabuleuse. C'est aussi sur des gens qui sont réunis dans une salle, je crois que c'est aux États-Unis, probablement, et il y a des gens de tous les bords, hein, des noirs, des blancs, des jaunes, des mélangés, de tout ce qu'on veut. Et puis et on demande à chacun qu'est-ce qu'il est. Et alors il dit, je suis irlandais, je suis fier d'appartenir à mon pays. Alors effectivement c'est un grand blond, etc. Bon, et puis il y a un noir qui dit, moi je suis fier d'être sénégalais. Et puis il y en a d'autres qui disent, moi je suis breton, ou je suis, suisse. Et puis j'aime bien mon pays, mais j'aime pas trop, alors il y a un peu de racisme, hein, j'aime pas trop les,
parce que les Arabes, parce que ceci. Alors c'est dit comme ça, c'est assez rigolo. Et on prend aussi un peu de sang, non c'est de la salive, on leur fait une étude génétique. Et puis après, donc une semaine après, on les fait revenir tous, et puis on leur lit les résultats. Et puis il n'y en a pas un qui est pur, hein. Ils ont tous des gènes de droite et de gauche, et puis ils se tombent tous dans les bras en disant ah ben oui, il y a même 2 qui sont cousins. Très très éloignés, mais qui ont quand même des gènes en commun, alors qu'ils ne sont pas du tout du même pays, qui sont pas du tout... Alors c'est très drôle, et ça aussi c'est des gens qui ont immigré, qui sont partis. Enfin, la France c'est ça, c'est un pays extrêmement cosmopolite finalement, quand on réfléchit. Hein, parce que les bigoudaines qui ont les pommettes très marquées, et puis la maladie de la coxarthrose de la hanche, il y a le seul endroit où il y en est un, c'est en Mongolie extérieure. Donc les Mongols, le grand Mongol a dû faire souche là, et tous les sans-chefs étaient lancés, tout ça, mais oui. Hein, il y a eu des voyageurs partout de tout temps, donc à un moment ça s'est pas su. Et puis, ou pas, hein, il y avait aussi des gens qui avaient des relations extra-conjugales avec leur servante, et puis qui avaient effectivement, comme disait Sonia, tous les grossesses non désirées, et ces enfants-là étaient abandonnés, et bien souvent, on ne savait pas. On leur donnait un nom et un prénom. Comme ça, tous les gens qui ont des noms qui sont des prénoms, en fait, sont issus d'un enfant abandonné à un jour quelconque. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme nom de famille. Premier ministre, alors. Par exemple, oui, voilà. Par exemple, oui, il y a de grosses chances qu'il ait un ancêtre adopté. Trouvé quand on les déposait, donc au pas des églises, etc. Tout à fait. Mais c'est un peu vieux maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme secret? Les tromperies, ça c'est aussi, je pense, au hit parade des secrets. Tromper son conjoint. Ne pas le dire. C'est un autre. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est voilà. Lui, il a dit. C'est un non-dit. C'est un non-dit. Je pense que c'est plutôt un non-dit, oui. C'est pas vraiment un secret de famille. Qu'est-ce qui différencie alors le secret et le non-dit? Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je pense que le Secret de non-dit, c'est famille, beaucoup moins c'est... grave. Secret de famille, ça vient d'une génération supérieure, quoi. C'est que le non-dit, ça peut être... Oui, le secret de famille impacterait toutes les générations. En fait. plusieurs générations. D'accord. Oui. Parce que ça se transmet, quoi. Là, je vais vous raconter, si vous voulez bien, le secret de ma famille, que j'ai mis longtemps à découvrir. C'est rien de grave apparemment, hein, mais ça a eu quand même beaucoup de conséquences. Je vais vous raconter ça parce que c'est assez, enfin, ça peut paraître amusant. Hein, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et donc j'étais amoureuse d'un jeune homme, un peu plus âgé que moi, qui était grand, beau, il avait des beaux yeux bleus, qui était gentil et tout. Bon. Et puis je l'ai présenté à mon père et il n'a rien dit. Et il m'a demandé un mariage, tout ça assez rapidement, trop sans doute, mais enfin bon, ceci est une autre histoire. Et mon père m'a dit, la veille du mariage, il m'a dit « Méfie-toi de ta belle-mère, c'est une méchante femme ». Il m'en a pas dit davantage. Bon, effectivement, la veille de mon mariage, je suis partie en claquant de la porte chez mes beaux-parents. Bon, parce que, je sais pas pourquoi, il y avait le chien qui s'était échappé, je ne savais pas qu'il était enfermé dans le coffre de la porte, quand on n'enferme pas un chien dans un coffre. Et donc, je l'avais ouvert le coffre pour, je sais, de la voiture de mes futurs beaux-parents. Le chien s'était échappé, je me suis fait. J'étais partie sur la plage, c'était à midi. Et puis, j'étais revenue, je me suis mariée quand même. Mon père, pendant le dîner de mariage, le repas de mariage, est parti. Il s'est levé à un moment. Il y a eu une discussion entre lui et mon père que je n'ai pas suivi trop. Il s'est levé, il est parti. Je me suis dit, c'est bizarre. Et puis, j'ai dit trop tard, j'étais mariée. Puis je ne savais pas. Et puis, au fil du temps, j'ai compris. J'ai compris des choses au fur et à mesure. Et puis, ma belle-mère, par exemple, le jour des 1 an de ma fille, j'avais mis à ma petite fille une jolie robe en dentelle que m'avait offert ma grand-mère, qui était une marchande qui vendait de la lingerie. Et entre autres, ici à Brest. Et donc, Françoise, comme elle est jolie, cette robe, vous l'avez trouvée chez un antiquaire? Moi, fière comme Martaba, ma fille marchait selon moi. Non, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Ah, qui est ça dans ma famille? Je comprendrais, mais dans la vôtre. Voilà.
Bon, j'ai pris ça en pleine gueule, enfin pardon. Et bon, mon père, effectivement, était instituteur. Elle était femme d'avocat, enfin bon, ça, et ce n'est que progressivement que j'ai compris. Mon père m'a, je ne sais pas quand, c'est peu à peu que je l'ai su. Alors de temps en temps aussi, dans les repas de famille, ça se passait en général très mal. Il y avait la tante, donc la sœur de ma belle-mère, qui disait « Laurence, Laurence !» Et ma belle-mère répondait « Tais-toi, Jeannette, ne parle pas de ça, tais-toi !» Bon, alors, si vous comprenez quelque chose, moi, pas. Alors voilà. Puis un beau jour, donc à force de mettre les puzzles, vous savez, c'est voilà, en place, j'ai compris. Et progressivement, et mon père m'a fini par me dire, tu sais Françoise, il faut que je te dise, quand j'étais jeune homme, j'étais amoureux de la sœur de ta belle-mère, c'est-à-dire de la Jeannette. Ah oui, l'homme à la moto, c'était toi. Oui, c'est ça. L'homme à la moto, c'était moi, parce qu'elle parlait de temps en temps de l'homme à la moto dont elle était amoureuse. Et bon, je ne savais pas, elle s'est mariée entre-temps très tardivement avec un autre instituteur, la Jeannette. Et donc, ma belle-mère, qui se considérait comme quelqu'un de très intéressant et très, très intelligent et très chic, n'avait pas voulu que sa sœur aînée se marie avec l'instituteur, qui s'était donc marié par dépit avec ma mère. Bon, ça fait déjà quelque chose de lourd à assumer. Donc j'aurais pu être la demi-sœur de mon, enfin je sais pas quoi, de mon mari. Et ce qu'il y a surtout, c'est que la maison en plus, c'est ce que m'a raconté les gens, ce qu'on m'a raconté il n'y a même pas si longtemps que ça, les gens les voisins de la maison où j'habite actuellement, c'est que mes parents ont acheté une maison de vacances, une vieille ferme, dans laquelle a une comtesse, la comtesse de Beauregard, qui avait le château pas loin là. Hein. Et là, ils ont acheté donc une métairie, un terrain autour en bord de mer. Et dans cette métairie, il y avait un métayer, un fermier. Et donc c'est à Port-Zmilan. Hein. Et le métayer, il s'appelait Laurence Herry. Et l'incroyable de la chose, c'est que c'était un cousin de ma belle-mère, qui ne supportait pas que mes parents aient pu être les patrons de son cousin. Parce qu'elle était d'une famille très chic de Brest. Mais ça aussi, je l'ai appris après. La famille très chic de Brest, c'était des gros commerçants brestois. Mais ils ont eu le malheur de faire de mauvaises affaires. Et le père de ma belle-mère, quand les deux sœurs étaient ensemble, enfants, le père de ma belle-mère a poussé sa femme sur la falaise à Port-Zmilan, à Tregana très exactement, et il s'est suicidé après elle. Et ça, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps par des voisins qui m'ont dit, il y a même encore un mois, ah vous savez, la sœur de Laurence Herry est morte. Ah bon? Donc c'est pas grand chose si on veut aller par là, mais finalement ça a eu des conséquences énormes à plein de niveaux. Je ne sais pas si vous avez à peu près suivi l'histoire, mais donc ma belle-mère en voulait énormément et il y avait une atmosphère extrêmement bizarre dans toutes les réunions de famille. Et moi en tout cas j'ai été soulagée quand j'ai su ce qui se passait. Mais c'est vrai que toute ma vie commune, même après, que j'ai eu avec mon mari, il y avait cette ambiance de secret. Il y avait des trucs qu'on ne savait pas. Alors que c'était des bêtises, finalement. C'était pas grand-chose. Juste des histoires de jalousie. C'est stupide. Il n'y avait pas de quoi en faire un drame. Mais si, c'était... Et quand... Je ne sais pas pourquoi mon père n'en a pas parlé. Ça aurait changé quelque chose certainement. Sur votre... Oui, parce que quand on m'a proposé un poste à Bordeaux, je serais restée à Bordeaux. Parce que ma belle-mère, c'était une femme extrêmement méchante, et elle a foutu en l'air la vie de mon mari. Hein. Mais ceci est une autre histoire. Mais oui, si j'avais su ça, qu'elle était comme ça, et pourquoi, j'aurais accepté les postes à Bordeaux et je serais probablement toujours mariée. Certainement. Parce que mon mari aussi m'aurait suivi, et puis
on aurait fait notre vie là-bas et au lieu de revenir. Et effectivement, ça aurait pour. Mais enfin bon, on peut toujours dire les choses. Et puis il y a plein d'autres choses en plus, mais ça a joué effectivement beaucoup quand même. Tout à fait. Mais sans être un secret ou un non-dit, moi j'ai vu, et dans tous les milieux sociaux, dans les familles, quelquefois, il y avait une fille qu'on ne mariait pas, parce qu'elle servait, ça c'est autre chose aussi, Ah bon? elle servait pour les parents, pour la vieillesse des parents, etc. Où on avait décidé qu'on ne la mariait pas, voilà. Et puis elle n'avait pas son mot à dire. Et ça, c'était pas un secret, Ça, c'est pas un c'était secret, établi alors. c'était établi. Ça, c'était pas une convention, mais hein, il y a beaucoup de familles, et que ce soit dans le peuple ou dans la bourgeoisie. Comme celui qui devait être curé. Voilà, celui qui devait être curé, celui qui devait être notaire. Ben, moi, quand j'étais dans le notariat, j'ai connu un notaire. Et ben, sa sœur, elle balayait l'étude avant, et puis elle tapait des actes sans être déclarée à l'étage. Voilà. Madame, il y a 40 ans. dans la famille de mon beau-père, il y avait ça aussi. Il y avait Voilà. une pauvre Et femme puis, comme il y ça. avait une. Exact. Moi, j'ai une tante aussi. Hein, elle en avait tellement marre de ses parents qu'elle s'est fait nommer à Belfort. Alors mon frère se demandait pourquoi elle s'est fait nommer prof à Belfort. C'est pour être le plus loin possible de ses parents. Elle était à Brest, voilà. Moi, je crois que le secret de famille qui me travaille toujours aujourd'hui, c'est l'identité de mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel était un russe blanc. Il venait donc de Russie, d'Ekaterinodar. Il est arrivé en France au début des années 1900, enfin, pendant la révolution russe. Et il est venu de Russie, plus ou moins à pied, en stop, à cheval, en train, allez savoir. Et puis il est tombé amoureux de ma grand-mère, quoi. Et il n'a jamais voulu dire ni son vrai nom, ni quoi que ce soit, sauf quand il était sous. Il parlait du tsar et tout ça. C'est de là qu'on a su que c'était un russe blanc. Peut-être. Mais je ne saurais jamais, je ne connaîtrai jamais ma famille en Russie parce que cet homme est mort et qu'il n'a pas transmis ne serait-ce que son nom de famille. Il a changé de nom arrivé en France. C'est un arrière-grand-père? C'est mon grand-père, il est mort en 1961, moi je ne l'ai pas connu, mais il n'a jamais voulu donner son vrai nom. C'est un nom à consonance russe, hein, mais c'est pas plus. Vous ne savez pas pourquoi non plus. Parce c'était un russe blanc, donc un noble, ils étaient chassés, ils étaient persécutés. C'est dommage quand même. Et je ne saurais jamais qui était ma Oui, famille. parce qu'il y Il y a avait aucun l'espionnage moyen. et tout. Ils J'ai voulaient cherché pas... sur des sites généalogie.com et compagnie, mais ce nom n'existe pas, il l'a inventé. Mais ça, c'était au moment, il faut vous dire que c'était au moment où c'était la guerre froide, etc. Donc on n'allait pas... C'était en prenez ses précautions, quoi. Hein. 10-15 60, ans hein, parce qu'il que la arrive. guerre froide, ça s'est arrêté... Non, mais lui, dans il les arrive en années France dans 90. les années 1900-1910. Hein. Oui, mais il y a eu Après, oui, avec la guerre froide, le effectivement. communisme est tombé qu'en 90 ou 89. Avant, Et au début, quand même, effectivement, des gens comme Tolstoï et compagnie, il y a eu, comment il s'appelait, celui qui était taxi là, à Paris, ils avaient quand même leur nom, ils n'avaient pas laissé tomber leur identité. Ah non, il a changé de nom et il a gardé un nom à consonance russe. Il a son prénom aussi, Grégory, mais je ne saurais jamais qui est. Votre grand-mère non plus ne savait rien, évidemment. Ah, mais elle en avait rien à foutre. On l'avait mariée, c'était le principal. Ah oui. Elle a été heureuse avec cet homme. Ils ont eu 9 enfants et ils avaient une ferme et voilà. non, mais ça, c'est pour les conséquences politiques. Quoi. Après, ils ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et puis voilà. Mon grand-père est mort en 61, je ne saurais jamais. Sans rien. À part avec une table de Ouija, je ne sais pas comment je ferais pour savoir. Non, mais Staline, ça s'est arrêté en 55 ou 6, donc, ou 4, je ne sais plus. Mais il y a eu plusieurs Donc, à ce moment-là, on pourchassait les gens, même à l'étranger. Hein. Si c'était un mais il notable dormait avec ou un descendant- pistolet sous l'oreiller. Hein. Si c'était un descendant de notable Ah et oui. tout, il pouvait se faire assassiner parce que... Il dormait avec un pistolet sous l'oreiller tout le temps. Hein. Mais c'est des anecdotes comme ça que j'ai, mais je ne saurais jamais qui était mon grand-père. Et ça me... Ah oui. ça me travaille, quoi, parce que... Vous voyez maintenant. Oui, mais encore aurait-il fallu connaître au moins son nom. Ah bah oui, ça c'est...
Ben, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, tous les enfants de collaborateurs. Les enfants déportés encore, encore ils ne savent pas toujours, mais quand ils savent, c'est pas honteux, au contraire. Mais tous les enfants de collaborateurs... Il peut y en avoir beaucoup. Hein, ah bah oui, bien sûr. Mais ça ne s'est pas su. On peut. Mon père en est un. Bah oui. J'ai une chance formidable. Avant 44, les Français étaient collaborateurs. Ils disent pas qu'il n'était pas. Hein, donc. Mais vous imaginez, vous n'avez pas vu ce film justement aussi que j'ai vu, qui est horrible, c'est avec Isabelle Huppert. C'est horrible, c'est justement son père est un tueur en série. Il a tué, c'est pas 60 enfants d'un coup dans une école, dans l'histoire. Mais c'est horrible, c'est une histoire horrible. Ouais, se savoir Tirée d'une l'enfant, époque, quelque ouais, chose, vrai, ça va être... Et elle est complètement aussi déjantée parce que ouais, ça porter ça, c'est archi lourd. Et oui, et elle n'en avait pas parlé à très peu de gens, mais quand même des gens le savaient parce qu'il était mort. Enfin, c'est horrible comme histoire, se savoir l'enfant de quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on le dit, on le dit pas? J'ai lu dans le journal, sur internet tout à l'heure, en venant, je me suis dit mince, mais c'est un peu comme la au témoin d'un doute, une gamine qui vient d'être autorisée, elle est née en 2009, et elle vient d'être autorisée à porter, à avoir comme la double identité de son père et de sa mère, parce qui avait été d'abord été refusée, parce qu'elle avait été reconnue, elle est née en 2009 d'un couple qui s'est formé entre un homme et une femme, qui étaient en fait frères et sœurs, et qui ne le savaient pas. Les deux enfants ont été adoptés séparément, ils ont 5 ou 6 ans de différence, et la mère les avait abandonnés, enfin bref, ils avaient été adoptés par des gens différents, et ils se sont retrouvés par hasard, enfin, l'histoire c'est quand même un hasard voilà. extraordinaire. Et donc ils sont tombés amoureux, et 4 ans après, ils ont eu un bébé ensemble, qui a été reconnu par les deux parents, pas de problème, et 4 ans après, ils ont su qu'ils étaient frères et sœurs. Et là, la justice, tenez-vous bien, a dit qu'ils ne pouvaient pas, parce que c'est un inceste en fait, hein, ils ne pouvaient pas avoir les deux noms. Et donc ils ont donné le nom du père. Et le père a dit, ben non, c'est pas moi qui élève l'enfant, c'est la mère, donc je ne veux pas. Et donc on a accepté, que la justice a accepté qu'elle porte les deux noms, la gamine. Ce qui me paraît tout à fait normal, enfin, même si c'est un inceste, ils étaient pour rien. Voilà. Mais il est possible que le procureur, enfin que l'administration, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, fasse appel. Parce que c'est pas dans les textes. Normalement, il n'y a pas de possibilité d'avoir des enfants quand on est frères et sœurs. Ce qui est logique aussi, mais là, c'est quand même une circonstance tout à fait exceptionnelle. Vous imaginez un peu? Ah ben chez les Égyptiens, c'était pareil, c'était courant. Et bon. C'est comme les enfants nés sous X. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Est-ce que vous essayeriez de savoir qui sont vos parents? Ah bah oui, évidemment. Évidemment, tout le monde est Pour un d'accord. secret. Ah oui, bien sûr. Bah, sinon, ça doit peser. Non, pas forcément, c'est sûr. Bah oui, mais est-ce que c'est si facile que ça? La mère, le père, souvent, il y a plein d'enfants qui sont des pères inconnus. Regardez cette petite fille qui est morte là, Adélaïde, qui a été abandonnée. C'est un truc qui m'a choquée profondément aussi. La petite Adélaïde qui a été abandonnée à marée basse par sa mère à Berck. Vous vous souvenez, on en a reparlé les jours derniers, puisque la mère a été condamnée à 18 ans de prison. On n'a pas inquiété le père. Alors effectivement, il paraît, on m'a dit que c'est assez fréquent qu'il y ait aussi un déni du père qui ne voit même pas les embryons quand ils sont cachés dans le congélateur, quand il y a un déni de grossesse. Bon, d'accord, mais enfin quand même quoi. Et là, donc, il n'était pas reconnu. Donc le père s'est pas inquiété plus que ça de savoir s'il avait une existence légale. La petite n'avait pas d'existence légale. Ils vivaient ensemble. Ça me paraît complètement... La mère, paraît-il, avait menti, avait raconté qu'elle avait accouché à la clinique et tout ça. Le père n'avait pas cherché. Ça, c'est un non-dit extraordinaire. Enfin, comment c'est possible?
c'est même pas un non-dit, c'est pas un crime, mais enfin, c'est... Ah oui, oui, bien sûr. Mais un non-dit, est-ce qu'un secret... Alors, est-ce que c'est condamnable ou pas, d'ailleurs? Oui, Pas du tout reconnu. Non, du tout. Pas Elle n'existait déclaré, pas. rien. D'accord. Elle a accouché toute seule et... La petite n'existait pas. Et comment, quand on est une mère, comment peut-on cacher à son enfant Il paraît qu'elle est Ah ouais. à moitié psychotique, mais enfin bon, après, oui. Enfin, elle a quand même été condamnée à 18 ans de prison. Hein. Comment le père Ah, ne oui. peut pas voir les changements physiques de sa femme Il paraît que pendant c'est la possible. grossesse? Oui, Il paraît que c'est possible. de changement physique. Il paraît que c'est possible. Une femme très forte, il paraît que... Donc là, c'est pas Ou son très cas. maigre aussi, hein, parce que Très j'ai vu maigre mes aussi. tantes, elle était un vrai fil de fer, et quand elle était Ah oui, mais un enceinte, déni de elle grossesse, il paraît que... Oui, oui, il bah, paraît Mais que on c'est voit pas. pas. 25 CTO, non. terrible, hein. Alors, est-ce qu'un secret de famille, c'est condamnable ou pas, à votre avis? Bah, Ça c'est dépend lequel. Oui, mais lequel ceux-là, justement. L'accouchement sous X, on a le droit. Oui. Maintenant, c'est moins justifié qu'autrefois, peut-être, mais... Ça devrait pas exister, ça. Avec la Désolée, contraception, on devrait pas Ah aller oui, jusqu'à là. un accouchement sous X, imaginez cet enfant qui naît, qui sait pas, qui connaît pas ses origines. Je trouve que ça devrait pas exister, ça. Et alors, l'assimilation avec la PMA, c'est quoi? Bah, c'est Bah ça, oui, mais c'est ça, pareil, ça hein. devrait pas exister non Oui, plus. ça ne devrait pas exister non plus. je suis L'assimilation désolée, hein. artificielle, ça existe quand Ah même. oui, oui, oui. Les donneurs de sperme. Ah, ça va, ouais. Mais attendez, mais vous imaginez savoir que cet homme-là a donné et puis qu'il peut avoir 500... Enfin, Ah oui, oui, ça c'est un gynécologue qui faisait ça avec son Oui, propre oui, oui. sperme en Italie. Oui, il y a une histoire C'est comme une ça. histoire vraie, en plus. Oui, oui. Oui, oui. Oh non, même si ce soit on est content de savoir qui est notre frère. Oui, mais Après, c'est on peut- juste un don de sperme. On Ou un peut don d'ovule. comprendre aussi que Comme j'aimerais ça- pas être issu de ça. Mais on peut pas savoir de qui on est issu à ce moment-là, on peut pas... Non, mais quelle est la différence à ce moment-là avec le... Ah, je sais pas. Enfin, je pense qu'on peut comprendre que sa mère ait eu envie d'enfant, mais n'avait pas. Enfin, qu'il y avait des circonstances qui fait qu'elle n'avait pas, il n'y avait pas de papa. Quoi. Enfin, pas- Oui, mais on a effectivement envie aussi de savoir... connaître ses origines, oui. Oui, mais donc, quelle est la différence entre la goutte de sperme, excusez-moi, et puis le fait d'avoir une relation avec la mère, dans une relation d'amour, ça implique des différences énormes, je trouve. Si c'est dans la PMA, est-ce qu'on a vraiment envie, ou l'assimilation artificielle, est-ce qu'on a envie de savoir dans ce cas-là quel est son père ou sa mère? Mais dans le cas d'une femme qui abandonne son enfant aussi, enfin, c'est C'est un pas secret pareil. Donc si, voilà. si elle le dit à personne, c'est un secret qui est terrible à porter pour se dire qu'on a un enfant quelque part, on ne sait pas où, on ne sait pas. Si avec on a été qui. obligé de l'abandonner pour des raisons X ou Y. Oui, mais enfin, ça doit être terrible quand même. je veux dire. Oui. Quelles que soient les raisons. Mais pour l'enfant, Pour l'enfant aussi, bah oui. On entend des choses épouvantables, hein. Mais je pense que c'est quand même moins dur pour un enfant qui est né un don. Si on lui explique, enfin je pense, hein, que si on lui explique, ben, parce qu'aujourd'hui on le dit. voilà, Ah, voilà la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est à dire? Ah, moi je pense que oui. Moi, je, Oui, oui, enfin, oui, oui. ben, pour l'enfant, c'est C'est clair. normal que l'enfant sache, oui. Ben, on ne sait pas parce que c'est un don, donc on ne peut pas En particulier, ça ne descend pas à son père. Il peut justifier. Oui. Mais quoique, il existe hein, dans des familles, moi je connais des gens qui ont eu un enfant noir alors qu'ils étaient blancs, etc. Tout simplement parce qu'il a rien à rien. Moi, c'est ça dans ma famille. Ah bah voilà, ça Mon risque frère m'a dit, bon, on a très aïeux. Et des descendants avec elle, hein, et ben, il a trouvé un sage. Il avait été, je ne sais plus, en Martinique, ou je sais plus où, et il a trouvé un qui était consul en suite d'un sage. Il ressemblait à une maladie. Ah oui. Il a trouvé un bouquin, voilà. Comme ça, En fait, ça dépend de quel est le secret, quoi, tout en fait. C'est pas obligatoirement pénalisable ou condamnable. Du moins, si c'est pas par la justice des hommes, la justice, c'est pas laquelle. On va pas dire divine, parce que... Mais Il faut se mettre à la place des enfants, hein. De ces enfants-là, imagine. oui, je pense qu'on a besoin de savoir.
Ouais, mais il va y en avoir de plus en plus des Je ne veux pas monopoliser la conversation, Françoise, mais je continue. Oui, je continue, mais l'arrière-grand-père, moi, qui a écrit un livre de sa vie, il parle de son père et tout, je ne parle pas, il parle de rien. Ben oui, on ne parle pas dans ces cas-là. Non, mais ça fait un vide, ça fait un manque. manque. Mon frère a trouvé une source, c'est bien indiqué. Et quand il était dans les colonies, ou je ne sais pas, il y en a un qui porte son nom. Vous n'avez pas vu ce film aussi, puisque souvent, il y a quand même pas mal de films qui reprennent des choses lourdes comme ça. J'avais été frappée par il y a 2 ans, je crois, j'étais allée voir ça. C'est Calvary, et j'aime bien ce genre de film parce que ça permet de réfléchir. C'est un prêtre irlandais qui était marié, je pense qu'il était veuf, enfin bon, qui avait une fille, une grande fille, c'est un acteur, je ne sais pas comment il s'appelle l'acteur, qui a un type avec une barbe, les cheveux tout fous, là, qui ont 55 ans à peu près. Et un prêtre irlandais qui arrive dans une petite paroisse, petite église en bord de mer, et il entend en confession, donc il y a très peu d'habitants, 700 ou 800 habitants peut-être, il entend en confession un jour quelqu'un. On entend la voix à travers, c'est un homme, à travers comment ça s'appelle, le grillage, oui, dans le confessionnal, enfin, voilà, et qui dit, Monsieur le curé, j'ai été violée par votre prédécesseur de l'âge de mes 10 ans jusqu'à mes 20 ans, pendant pas mal d'années, et je vais donc, dans une semaine, je vais vous tuer. Et le prêtre, donc catholique, entend ça, et il a reconnu la voix, que nous, au début du film, on ne reconnaît pas, mais comme progressivement, le film est très bien fait aussi, parce qu'on comprend au fur et à mesure quelle est loi, puisqu'ils sont tous très bien, les gens là-bas, hein, ils travaillent, ils sont des pêcheurs, ce sont des ouvriers, enfin, des fermiers, etc. Et on comprend au fil du temps qui est la personne qui a dit ça. Et le dimanche, donc il y a là toute la semaine, donc il fait des choses, en fait, etc. Et le dimanche, il va sur la plage, à se livrer au meurtrier, à l'assassin. Parce qu'effectivement, il considère que le calvaire de cet homme a été suffisant et qu'il doit donc se livrer. L'agneau de Dieu, exactement. C'est ça. C'est un film fabuleux parce que justement, Calvary, le calvaire, quoi. Et je l'ai vu il y a 2 ans à peu près, je pense. Je ne sais plus. Calvary, C-A-L-V-E-R ou V-A-R-Y. Calvary ou Calvary, je sais pas. Et on sent l'émotion du prêtre qui comprend ce qui s'est passé et qui c'est la thérapie pour. C'est effrayant. C'est une thérapie pour. Donc. Enfin, oui, mais bon, après, ce qu'il faut, c'est voir le film et se mettre dedans, parce qu'effectivement, on sent l'émotion Mais oui. Et puis lui-même, il est arrivé prêtre, pas pour n'importe quoi. Enfin, il raconte, voilà, il y a tout un contexte qui explique que effectivement, c'est une thérapie, une pénitence, etc. Une thérapie il veut sauver, et voilà. Une pénitence. C'est impressionnant. Et là aussi, c'est des secrets. Je parlais de ça, je ne sais plus à qui non plus, récemment. Quand j'étais jeune fille, j'allais au Conquet, après la mort, moi même plus petite je crois. Ma sœur avait son mari dont les parents avaient une maison au Conquet, donc tout près de la mer. Et j'allais avec ma sœur à la plage, par là, et mon beau-frère allait avec ses frères à la pêche. Et à l'époque, donc je vous parle des années 60 jusqu'en 70 à peu près, à l'époque on parlait beaucoup, ils allaient à la pêche, donc en face il y a Kéménès, c'est une petite île, hein, il y a plein d'îles là, et donc il y a Ouessant, Bolène et tout ça. Et ils allaient assez souvent à Kéménès, qui était une île sur laquelle il y avait autrefois une seule ferme. Qui a été abandonnée, et ça a été donné, le dernier propriétaire de ça a donné la ferme au conservatoire du littoral, enfin je ne sais pas si ça s'appelait le conservatoire du littoral à l'époque, mais enfin bon, au département en tout cas. Et pendant des années, il n'y a pas eu grand chose, et puis dans les années 50-60,
après-guerre, non, il y a eu quelques camps scouts. Et parce qu'il y avait des bâtiments qui étaient là. Quoi. Et ça a été donc. Et puis un beau jour, moi j'ai entendu dire ça plusieurs fois, qu'à Kéménès, il y avait des jeunes, plusieurs, 2 ou 3, qui avaient disparu. On n'avait pas su ce qu'ils étaient devenus. Bon, et j'avais entendu ça quand j'étais enfant, dire Kéménès, tiens, il y a eu des camps. Très bien. Et il y a donc 9 ans, le Conservatoire du Littoral a réhabilité les locaux pour y faire des gîtes et pour y héberger un couple de jeunes paysans qui ont fait donc de l'agriculture bio avec voilà, ils en ont parlé à l'époque. Mais il y a, là, ils ont fini leur bail, ils vont être remplacés par quelqu'un d'autre. Mais il y a 2-3 ans, j'ai vu un petit entrefilet dans les journaux, mais juste un entrefilet. On avait trouvé des os humains à Kéménès. Oui. Nous, si. Ils ont trouvé des os humains sur l'île. Hein. Sauf qu'il n'y a pas une personne qui a essayé, qui a fait la relation. Alors, j'en sais pas plus. C'est un non-dit, ça aussi. Il aurait dû avoir une image. Bah, moi, j'en sais. Voilà. Donc, madame a vu aussi. Oui, moi j'ai vu. Et moi, je trouve ça très troublant. Mais on peut savoir comment... Mais je ne sais pas. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi. Mais les os humains, on peut savoir à qui C'est tout. Je vous dis, on a vu un petit entrefilet. C'est tout. Chercher. Il n'y a pas eu de recherche. Je pense, oui. Ah oui, parce que l'ADN, là-dedans, on peut trouver, non? Mais là, il n'y a pas eu de recherche. Non, il y avait une recherche. Ce que je peux vous dire, c'est que je me suis intéressée à la question parce que ça m'a sauté à l'esprit immédiatement. Mais je n'ai rien vu. Or, je me souviens parfaitement avoir entendu ça donc, quand j'étais gamine, puisque mon beau-frère allait à la pêche à Kéménès. Donc après, j'en sais rien. C'est sérieux quand même. Donc ça aussi, c'est un secret. C'est incroyable. Et ces enfants qui ont disparu, vous vous rendez compte pour la famille? Comme le petit Grégory et tout ça. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe, cette affaire-là aussi? Et la petite Maëlys? Oh oui. Ça aussi, il y a des trucs. Comment peut-on s'attaquer aux enfants? Enfin, je sais pas. Enfin, faut pas être très net, c'est pas possible. Les pédophiles sont des gens considérés comme normaux. Hein. Ces pauvres enfants. Ce sont des pervers, c'est tout. C'est pas tout à fait des pervers. Mais bon, ceci est autre chose. Mais voilà, ça, ce sont des secrets de famille. Et Maëlys, on parle d'elle. Et tous les enfants qui ont été violés quand ils étaient petits, et on n'en a jamais parlé, on n'en parle pas dans les familles. Et dans le clergé aussi, tous les enfants qui ont été abusés. Et là, il y a le monseigneur Barbarin qui va passer au tribunal. Et c'est très bien. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien. Qui ont été couverts par l'Église. Les grands secrets, ça existe depuis tout le temps. Ça se fait au sein de l'Église, mais bon, ça peut jamais été divulgué non plus. Et toutes les familles de ces enfants. Et ces enfants eux-mêmes qui n'avaient pas le droit de dire. Les enfants, ils portaient le poids de la honte, parce qu'on on aurait pu comprendre que c'était leur faute, comme les femmes qui sont violées. Hein. Une femme violée, on sous-entend qu'elle est plus ou moins responsable de ce qui lui est arrivé, par la manière dont elle était vêtue, par ce qu'elle a pu boire, ou fumer, ou voilà quoi. Donc, il y a toujours, une victime porte toujours une part de culpabilité qu'elle ne devrait pas porter. À votre avis, quels sont les secrets qui vont perdurer alors? Puisque ça, le poids de l'homosexualité, le poids de... Bon, on espère que le clergé, ça va un beau jour finir par ne plus exister, ces histoires de pédophilie. Je ne veux pas que le clergé disparaisse, c'est pas la question, mais qu'au moins le voile soit levé. Mais qu'est-ce qu'il y aura? Les viols? Il faudrait aussi qu'on arrête les extraterrestres. Mais si, mais il serait peut-être temps que le gouvernement avoue qu'on a eu des contacts avec des extraterrestres, je plaisante. Le sida, donc effectivement, on parlait de la contagion et puis des maladies génétiques. Quand il y a des maladies génétiques dans les familles, est-ce que c'est comme au témoin d'un doute? Il faut quand même que ça se sache de façon à ce qu'il y ait des recherches. Hein? Il y aura de moins en moins aussi de secrets avec la recherche génétique. Oui, donc en fait, ça dépend de la nature du secret. Oui, c'est ça. Oui, quand c'est sur la maternité. Oui, sur la maladie, tout ça, oui. Après,
Oui, moi c'est pareil, hein. J'ai ma soeur qui est décédée il y a 5 ans, je l'ai su par internet, 10 mois après, d'un cancer. Ma cousine l'année dernière, c'est tombé jeune, je suppose. Je n'ai pas été traitée. Elle n'a pas été traitée. C'est tout possible. Oui, ce sont des choses qui pèsent lourd, quoi, je pense. Et qui, effectivement, et moi je trouve qu'il est normal qu'on en parle, sans peut-être s'apesantir. Après, c'est la façon dont on, effectivement, qu'on dise qui est le père, ou qu'on dit, bah non, tu es né d'un don de sperme. Bon, moi, c'est clair. Oui, pour l'enfant, je pense qu'ils ne chercheront pas, même s'ils ont envie, quelque part, il y a plus... Mais là, on ne peut pas le savoir. Non, mais justement... Il y a quelque chose de positif, pour ça me vient maintenant, avec depuis une vingtaine d'années le développement de la généalogie familiale. Les gens recherchent de qui ils sont. Donc ça permet de dévoiler peut-être certains secrets, ou ça permet de mettre sur la piste les gens. Oui, ça se développe énormément. Oui, sauf qu'il y a quand même beaucoup de registres qui ont été détruits, Ah bah oui, ça. en particulier Après, par la Révolution. peut-être qu'on peut trouver des choses. Quand on fait des recherches. La preuve, c'est que toi, tu n'as pas réussi. Oui, mais parce qu'il a changé. Ben voilà, mais il y en a d'autres qui changent de nom. Et j'ai son, Bah, je sais pas, hein. j'ai son acte de mariage, enfin, voilà, j'ai des choses impossibles. Et sur l'acte de mariage, il y a la date de naissance, Oui, hein. oui, à Kathleen Rineda, en 1880. Ah, il faut prendre le sac à dos. Je crois, Peut-être. pèlerinage, hein, avec une photo. Connaissez-vous cet homme? Il y a peut-être des gens encore qui ont connu, enfin... Oui, mais pourquoi pas? Internet d'abord. Pourquoi pas? âgés réellement maintenant, mais qui fait des témoignages. Et c'est ce qu'il a fait, le jeune homme, dans Lyon. Dans Lyon. Il l'a fait avec Google Earth. Il se rappelait vous vous rappelez de ces containers, de ces cuves, de ces grandes cuves qui étaient à côté de l'endroit quand il était monté dans un train. Il y avait des grandes cuves. C'est le seul souvenir qu'il avait de ça. C'était à 5 ans qu'il était parti. Oh, il était avec ses frères. Ouais, Oh là là. ouais, c'est horrible comme histoire. Oh Et là, là il l'a retrouvé par Google Earth. Il a cherché les conteneurs. Et puis finalement, il a trouvé. C'est un film qu'on ne peut pas oublier. Non, c'est formidable, c'est un beau film. Mais là, c'est un secret. Enfin, bien que ce soit pas... Il savait très bien qu'il était adopté. Mais il ne savait pas. Et Parce que après, c'était la dans un elle Afrique. retrouve sa mère en Inde. Il y a un autre secret aussi, j'ai pas dans ma famille, mais j'avais entendu ça de gens qui partaient en voyage et on se demandait mais où ils vont. En fait non, ils étaient incarcérés. Et on ne disait pas dans la famille, enfin surtout pour les enfants, qu'ils étaient en prison. Ah oui, oui. En voyage. Ça va tonton, t'as fait bon voyage? Ah ben ça aussi, c'est sûr que c'est... Bah, les gens qui ont été condamnés pénalement pour des choses graves, c'est aussi quelque chose qu'on cache dans les familles. Pas toujours, parce que j'ai vu aussi Pas toujours, hier mais ça... qu'il y avait un monsieur qui était en prison et sa femme lui a mis ses 4 enfants pour les donner. Ah oui, ça Au parloir. c'est un cas... Au parloir. Vous vous rendez compte? Là c'est pire que tout, c'est le summum... Mais effectivement, comment est-ce qu'on présente ça à une personne qui a fait plusieurs années de prison? C'est vrai qu'on doit avoir tendance à vouloir cacher, ça paraît logique. Je connais un Est-ce commerçant... que c'est bien de le savoir ou pas? Un commerçant qui s'est installé dans un bourg, qui a Il y a des repris radios, un commerce et il a dit que Il y a des émissions pour les prisonniers où Ouais. on entend les enfants. le commerçant a acheté un commerce dans un bourg et il a dit aux gens qu'il travaillait dans les voyages. Et ça a fini par se savoir, il sortait de 8 ans de prison à Cuba. Mais il n'a pas osé le dire aux habitants du village parce que il a été condamné à tort et le temps qu'on sort de prison, etc. Enfin, par rapport il avait envie de refaire sa vie, quoi, de repartir à zéro. Mais il a fini par se savoir. Oui, mais là, il vaut mieux que ça soit pas su dans ce cas-là. Surtout s'il Il a était innocent. essayé. Surtout s'il était innocent. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ça le problème. C'est qu'après, il y a toujours un doute. Il y a toujours une suspicion en fait, sur la victime. Ce que tu disais par rapport au viol. Oui. Il y a toujours un poids. Ça, c'est pas facile de. Encore du chemin quand tu dis ça.
Après, il y a certains non-dits qui sont assez difficiles à avouer ou à en parler. Peut-être aussi, ils sont pas dits justement parce qu'on trouve pas le bon moment ou alors on a peur d'en parler. Et ça devient de plus en plus dur avec le temps qui passe. Bien sûr. La preuve, c'est cette dame qui a attendu d'être sur son lit de mort pour dire qu'elle avait été violée quand elle était petite, alors qu'elle y était pour rien. Vous vous rendez compte? Porter ça toute sa vie. C'est horrible. On ne sait pas si c'est le fils ou quelque chose. Elle s'en doutait pas. Mais elle se doutait pas de ça. Mais elle sentait qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. C'est comme moi je disais, je sentais bien qu'il y avait un truc. Mais je ne savais pas quoi. En fait, les gens après qu'on colle les morceaux. Des personnes qui parlent des secrets comme ça qu'il y a dans les familles disent qu'ils sentent quelque chose, ils ne savent pas quoi, ils sentent un malaise ou quelque chose. Et en fait, tout à l'heure tu parlais de la psychogénéalogie. En fait, quand il y a une personne en souffrance, par exemple, dans la famille, on peut rechercher par la psychogénéalogie et puis découvrir que la grand-mère ou l'arrière-grand-mère avait telle pathologie. Enfin, c'est un travail qui se fait. Et quand il y a la levée de ce secret, on peut constater que les troubles s'arrêtent chez la personne qui est en souffrance. Un de mes ex était, je veux dire, presque allergique aux homosexuels. Il ne supportait pas l'homosexualité, qu'elle soit masculine ou féminine. Et c'est au fur et à mesure de le connaître que je me suis dit, ça vient peut-être de quelque chose. On lui a caché en fait que sa grand-mère était lesbienne. Il l'a su sur le tard. Et ça l'a écœuré, il n'a plus jamais voulu parler à sa grand-mère. Peut-être que si on lui avait dit dès le départ que tu as si on avait considéré qu'on parlait de ça comme quelque chose de possible. Et c'était bien orchestré, parce que la grand-mère avait une ferme et quand les petits-enfants venaient, elle allait dans la maison avec un monsieur qui était le grand-père. Et puis dès que toute la famille était partie, elle retournait avec sa copine. Et lui, il a eu cette image de la grand-mère avec papy jusqu'à ce que ça soit brisé et qu'il sache que en fait, non, mamie, elle était avec tata. Et dans l'autre sens, je me souviens de quelque chose brutalement là. Mon compagnon là, qui est décédé il y a quelques jours, mon ex-compagnon, j'ai appris aussi le maire qui est arrivé, enfin bon, on n'était plus ensemble depuis. Bref. Et il me disait toujours, dans ma famille, il y a quelque chose, je n'ai jamais su, ses parents étaient décédés depuis longtemps, je n'ai jamais su quoi, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose. Et à force d'en parler, il m'a dit, je pense que mon père n'était pas mon père, mais j'en suis pas sûre. Mais je me rendais compte d'avoir aussi cette obsession, de dire, mais est-ce que je suis vraiment? Et à qui demander? C'est effrayant. Il aurait mieux valu, effectivement, qu'on le lui dise, je suppose. Puisque ça a eu des conséquences énormes dans sa personnalité, etc. Mais ne pas savoir, il y avait quelque chose, mais il n'a jamais su. Il n'a jamais su. Il n'a jamais su. Et il pensait, il en était revenu à penser qu'il n'était pas de son père. Pourquoi? Pour des tas de choses. Parce que de temps en temps, quand il rentrait dans la pièce, ils étaient en train de s'engueuler, ton fils, et puis ils arrêtaient. Et la mère, avec la mère, il n'a pas pu savoir. Il n'a pas pu savoir. Mais certaines femmes cachent des choses comme ça. Ah, mais il y a beaucoup de secrets qui partent dans les tombes. C'est quand même dommage quand même pour la construction de chacun. Alors est-ce qu'il faut dire tout ce qu'on disait? Est-ce que dire les choses soulage? Effectivement, il faut trouver le moment, tu as raison. Ça doit soulager, ça doit, pour sa conscience, pour avoir bonne conscience, je crois qu'il faut. Je pense aussi qu'il y a un peu une difficulté de le dire à cause de l'appréhension, de la réaction de l'autre. Peut-être qu'on a peur qu'il réagisse mal et du coup ça nous bloque. Bien sûr, surtout tout à fait, c'est pas obligatoirement de mauvaise foi qu'on le fait, c'est sûr. Et puis par rapport, quand ce sont des viols ou des choses comme ça, ou la prison, on a peur d'influencer dans le mauvais sens la personne. C'est pas toujours par mauvais esprit qu'on le fait, je crois, sûrement. Mais après, il vaudrait mieux essayer d'en parler à un tiers, à un professionnel si possible, je crois, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire.
comment présenter la chose et comment en parler. Je pense que là, ça vaut le coup. On a des psychologues actuellement qui sont quand même formés pour ça. Je pense que ça vaut le coup si on n'est pas, par exemple, dans le cas où on a été violé, est-ce qu'il faut en parler? On peut poser la question. Ou si on a adopté un enfant, mais on veut, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il ne faut pas le dire? Après, ça dépend. Il y a des façons de le dire, des façons. Pour en parler à un psychologue à ce moment-là. Oui, je pense, oui, ça c'est quand même utile. Bah oui, pour avoir un bon conseil. Il y aura toujours la peur du jugement, je pense, quelque part, même si on est en face d'un professionnel. Oui, mais bon, ça aide quand même. Oui, enfin, moi je suis tombée sur quelqu'un qui était vraiment pas bon du tout, et ça m'a pas aidé du tout. Et aussi les cas où quand on le dit un secret, par exemple, il y a une dame, elle s'est fait violer par son professeur quand elle avait 17 ans. Elle l'a dit à ses parents et ses parents ne l'ont pas cru du tout. Et je pense que par exemple dans le futur, si elle a besoin d'en parler par exemple à son conjoint, ça sera peut-être plus difficile pour elle parce qu'elle dit si mes parents ils m'ont pas cru, pourquoi lui il me croirait? Sûrement. Il y a ça aussi, bien sûr. Il y a beaucoup de cas comme ça. Longtemps on n'écoutait pas les enfants de toute façon. Oui. Les enfants n'avaient pas le droit à la parole. On les écoute beaucoup plus maintenant qu'il y a 50 ou 100 ans. On ne les croyait pas. De toute façon. Regardez à l'outro, même on a accusé certains de dire raconter des bêtises, parce que ça aussi, il y en a qui fabulent. Oui. On dit, mais ça existe de temps en temps, relativement rarement quand même. Je me souviendrai toujours je ne sais plus qui c'était, l'expert Aix-en-Provence, j'ai plus qui disait qu'il avait eu un jour une histoire affreuse, un père qui était accusé d'avoir fait des attouchements à sa fille, et la petite qui avait 7-8 ans dessinait tout le temps, vous savez, les trucs comme ça là, hein, top là, avec, voilà. Et un beau jour, donc il l'a eu seul, donc la mère accusait le père d'avoir fait des attouchements à sa fille, et la petite dessinait ça, donc effectivement il avait été condamné, il était en prison, et la mère répétait à sa fille, oui ton père c'est un salaud, etc. Et la petite, un beau jour, a été prise entre quatre yeux par ce psychiatre, et qui lui a dit, dis-moi, pourquoi tu dessines ça? Et la petite lui a sorti, c'est maman qui m'a dit. Le problème, c'est que c'était trop tard, le mal était fait, le père était en prison, ça a servi, il est quand même sorti, mais la petite ne pouvait plus voir, parce que la mère lui avait raconté. C'est horrible ça. Alors, là, c'est autre chose qu'un secret de famille, tu as raison. Mais c'est quand même. J'ai une bêtise, vengeance de femme. Oui. Non, ce que je voulais. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est effectivement, qu'est-ce qu'il faut dire, parce qu'on peut ne pas être cru. Un enfant qui va dire, bah, on m'a fait ceci ou on m'a fait cela, est-ce qu'il faut le croire ou pas? Une jeune fille qui va dire, papa m'a touché le ziz, le pipi, comment on dit ça, je sais pas quoi, comment on dit les petites maintenant, oui, enfin bref. Le zizi. Oui, mais non, c'est les garçons, ça, voilà. Alors, est-ce qu'il faut le croire? Est-ce qu'il faut la croire? Est-ce que c'est pas simple? Mais quand ça se fait par certains là, pas sur ce genre de choses. Sauf si on les a... Sauf si on les a influencés. Déjà, des enfants abusés, ils n'ont pas ce langage-là. Parce qu'ils sont soumis, donc ils n'osent même pas dire ces mots-là. C'est dans le comportement. C'est souvent grâce à ça qu'on arrive à savoir qu'il y a quelque chose, c'est par rapport à leur comportement, par rapport à leur dessin. Parce qu'un enfant abusé, il ne dira pas soumis, parce qu'on lui a dit qu'il fallait surtout pas qu'il dise, parce que de toute façon, il n'aura pas ce discours-là. C'est dans autre chose. Donc il le cache, c'est à travers le jeu, c'est à travers des choses qu'on va l'amener à parler de ça. Mais donc par rapport à il y a 30 ou 40 ou 50 ans, on a maintenant quand même la chance d'avoir des professionnels qui commencent à décrypter ce genre de comportement. C'est pas simple, hein, mais sûrement. Et aussi des professionnels qui commencent à se lancer dans la psychogénéalogie, qui est vraiment... Ça c'est quelque chose que je connais pas du tout. Il y a un reportage sur INRI Télé, c'est une conférence que j'ai regardée. Sur la psychogénéalogie. Oui, ça dure 2 heures. Et ça explique bien, en fait,
dans le cadre du secret, que celui qui porte le secret, en fait, transmet à ses enfants quelque chose, mais l'enfant ne sait pas vraiment, donc il ne vit pas bien, et lui-même transmet quelque chose à ses enfants, donc aux petits-enfants, et ça fait au final, ça fait des gens qui ne se sentent pas bien et qui ne savent pas pourquoi. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ce que racontait mon patient, qui était patient et ami, qui ne savait pas que son grand-père était collaboré, avait été fusillé. Quand il a appris, effectivement, il a compris une partie du comportement de sa mère, etc. Ça explique beaucoup de choses. C'est sûr, mais bon, si on ne le dit pas. Mais oui, c'est sûr que le petit, c'est sûr, mais bon, c'est pas simple. Il faut pas se tromper. Parce que si tu induis des mauvais souvenirs, ça existe. C'est ce qu'on reproche à certains psychanalystes, on reproche d'induire des faux souvenirs. C'est pas simple. Il ne faut pas se tromper de professionnel parce que en allant plutôt voir un psychanalyste, un psychiatre qu'un psychothérapeute. Oui, ou un psychologue. Bien sûr. C'est lui qui sont formés pour se retrouver après. Il y a toute une. Il y a aussi, pour ceux que ça intéresse, il y a tout un tas de films sur les secrets de famille et plein de livres aussi, Tati, Lyon. Il y a encore quelques-uns. Un été au Sèche Country, La fleur du mal, qui est un film français, c'est une histoire de culpabilité justement, qui est transmise de génération en génération. Il y a Je vais bien, ne t'en fais pas, Elle s'appelait Sarah, voilà, la littérature est... La littérature et le cinéma sont assez riches. Généalogie, vous avez parlé d'un INREES. C'est un site .tv. intéressant. .tv. Et on met le secret de famille, c'est psychogénéalogie. Mais c'est dans les web conférences, quoi. Ça se trouve facilement. Par contre, c'est payant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on retrouve des schémas répétitifs aussi comme dans les familles, sur des secrets qui sont transmis inconsciemment. Il y a une génération qui sait pourquoi, mais les autres ne savent pas. Donc c'est le schéma. Ça n'a pas été résolu, ça n'a pas été su, ça n'a pas été... En tout cas, il est certain que quand on le sait, ça va quand même mieux, c'est sûr. C'est sûr, même si c'est un secret terrible. Ça permet après, oui, de détricoter les choses, de comprendre des silences qui ont été pesants, ou comme tu dis, des mots, des phrases, sur le moment où on ne comprend pas, et puis après on se dit, ah oui, effectivement, quand je mets les choses bout à bout, ça peut expliquer les choses, quoi, mais c'est le secret, c'est compliqué. Pour revenir au thème, c'était secret et non-dit, je trouve que le secret est quand même un mot plus fort que le non-dit. Le non-dit, ça va plus pourrir le quotidien. Enfin, c'est mon idée. Hein. Le non-dit, c'est plus un problème de communication que de choses qu'on va cacher absolument, comme la tata homosexuelle, ou le tonton en prison, ou des choses comme ça. Le non-dit, c'est plus des petites choses qui vont pourrir l'existence, parce qu'on ne va pas oser dire j'aime pas ta soupe de tomate, ou je sais pas, des choses comme ça qui vont... Non mais c'est vrai, si on nous en sert tous les soirs, c'est quand même... Le non-dit, c'est en proportion, je trouve que c'est moins lourd que le secret. Pour revenir à ce que je crois que tu disais ça, je crois, la tromperie, est-ce que c'est un non-dit? C'est quand même autre chose. C'est vraiment un acte. Je crois que le non-dit, c'est quand même passif, plus ou moins passif. On ne dit pas les choses. Oui, on le ne tromper, c'est quelque chose d'actif. Enfin, je crois que c'est une nuance aussi. Mais le non-dit, c'est évite quelquefois de pourrir la relation, mais de ne pas embêter la personne. Hein. C'est pour ça qu'on en parle gentiment d'ailleurs, quand même. Si on n'aime pas la soupe de tomate, il vaut mieux. Non, mais. Ça dépend du caractère des gens. Il y a des gens qui disent des choses comme ça. Il y a des gens qui sont oui, c'est toujours la peur de la réaction. Non, c'est pas de la lâcheté. Ça peut être de la lâcheté. Chez ma amie, elle me fait du poulet au curry et machin, j'en ai 2 fois par semaine, ou du machin, et des trucs, je peux lui dire, je crois ça quand même. C'est très tard maintenant, il est au courant.
Bah, écoutez, quand même, il y a... On met une fois. Enfin, moi, je ne Alors, mangerais une pas fois. du poulet au curry. Mais il y a un gendre indien en machin, bon, mais il y a du curry tout le Ah temps. bah moi, non. Moi, je dis, mais Ah, bon, si, je dirais au bout d'un certain si, je pense que peut-être. Ah bah oui, il y a une façon de le dire, mais comme Après, ça dépend de votre tolérance personnelle. Oui. Après, je sais pas, quand on rencontre quelqu'un, on peut se donner une bonne image. Au début, peut-être. On va dire oui, il y a des choses, en fait, Oui. Ah, mais je sais pas s'il faut dire oui. je dis pas des choses. c'est une personne Des qui a petites choses, quoi. Ou alors, non. Mais je sais pas, il y a des choses sur lesquelles je peux pas dire oui. Ah bah oui. Je peux pas pousser des huîtres. Ah bah ça, ce qu'on ne supporte pas, d'accord. Ça, c'est autre chose. Ça, moi, je le dis. Mais bon, Donc le curry, ça passe. ouais, ça passe. Ça Tu peux dire que tu as déclenché une allergie brutale au passe. curry. Il y a un gendre indien, sa fille épouse un indien. Alors, tout est Ah oui. content. Mais bon, maintenant, il y en a un peu marre. La semoule et le machin, pour les courgettes, je l'ai dit. Ah bah faudra dire pour le poulet au curry aussi. Je crois qu'il vaut mieux, à mon avis aussi, parce que sinon, ça Ça va n'empêche effectivement. que ça vous enquiquine de manger 2 fois par semaine du poulet au curry. vous Peut-être pas dites 2 fois par semaine, mais presque. Ah, Et vous lui faites quoi, vous, en cuisine? Rien. ah non, moi je fais pas grand chose aussi. Ah bah voilà. Ah oui. Ah oui, C'est facile, la parce que cuisine. vous l'inviter à manger autre chose en faisant. Ah bah, Vous demandez aux gens Une une douzaine autre d'huîtres, recette. par exemple, c'est pas trop compliqué, il faut juste les ouvrir. Sans bon, scandale. allez, c'était la minute. Mais oui, le problème des non-dits, c'est qu'effectivement, ça peut engendrer avec le temps des situations ou cocasses ou gênantes. Si ce n'est que cocasse, ça va, mais il vaut mieux le dire. Mais oui, voilà. Ou parce que si on ne le dit pas, au bout d'un certain temps, il va dire mais pourquoi tu m'en as jamais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Et là, ça prend des proportions effectivement très importantes. Enfin, Est-ce qu'il faut dire sur l'autre pour faire plaisir? Oh non, non, non. Il vaut mieux dire tout de suite. oui, mais il y a une façon de le dire. Il y a une façon. Bien sûr. Oui, mais bien sûr. Je crois que c'est facile à dire. C'est facile à dire aussi. Oui, c'est facile à dire. Comme elle a une fille qui épouse un Indien, de toute façon, elle se fait condamner à... C'est le problème de ce qu'on appelle la franchise aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être franc? Ça dépend du caractère des gens aussi. Hein, la franchise, Pour me faire plaisir. Il y a d'autres épices que le curry. oui. Non, bah, t'as fait. La franchise, voilà, la franchise, c'est le masala, c'est très bon. La franchise, est-ce que c'est dire les choses comme ça brutes de décoffrage ou on peut dire oui, c'est bien, j'aime bien le curry, mais quand même quelquefois c'est un petit peu fort, tu sais. Oui, il y a une façon de dire. Voilà, il y a une façon de le Et si dire. la personne est intelligente, elle comprend, elle peut comprendre. Après, il y a la mauvaise foi. Ah oui, il y a ça aussi. Ça aussi, la mauvaise foi. Parce qu'après, c'est oui, mais quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu adorais le curry. Alors, Ça me curry. Mais par C'est contre, juste un exemple, c'est tout. elle a voulu m'emmener au mariage indien et tout. Moi, je voulais pas aller en Inde et tout, parce que c'est pas fragile, moi, je suis pas allé. Mais manque de peau, le gendre indien veut marier sa sœur. Il veut que je vienne. Moi j'ai été 3 semaines en Inde, j'ai jamais été malade, j'ai mangé des épices. D'ailleurs c'est fait pour ça les épices, pour ne pas être malade. Hein. Non mais c'est vrai. Elle y a été. Et là, moi j'ai elle a mangé bu- du curry 2 fois par jour pendant 3 semaines. Elle a bu un verre J'ai d'eau, pas elle été était malade. malade à crever. Donc moi, de toute façon, j'ai décidé que j'irais pas en Inde, j'irais pas en Inde. Il faut des bouteilles à manger. Mais les gens vivent très bien avec cette nourriture. Nous, c'est parce qu'on n'est pas habitués. et ils supporteraient Ouais, mais pas moi, notre nourriture je sans supporte doute aussi. ça. Hein. Non, mais bon, Ça, c'est le non-dit. Voilà, on ne dit pas, et ben on mange du curry 2 fois par semaine. Voilà, on assume. Oui, mais c'est ma vie. Moi, je vais pas en Inde. On assume les conséquences. Bien, bah écoutez, je crois que je sais pas quelle heure, je pense qu'on va Voilà, il est 20h45. Du coup, alors, petit rappel. Silence dans la salle. Petit rappel. Vous retrouvez Café Conte de Fées sur Facebook, donc Café Conte de Fées FITS. Vous retrouvez Café Sexo et Café Sexo aussi. Et la vidéo de ce soir, avec ou sans curry, sur YouTube. J'ai pas voulu créer un incident diplomatique. C'est trop tard. C'est la guerre froide, c'est bon. Et donc pour la prochaine fois, je sais pas, je pensais pas
Moi j'avais pensé, mais c'est comme tu dis. On a plein de gars à venir. J'avais pensé moi au poids des traditions. Pour aller un petit peu dans la file. Culture et tradition. Au poids des traditions, justement. On ne doit pas faire ceci quand on est une fille, on ne doit pas faire ça. La tradition culinaire. La tradition culinaire, pourquoi pas? On doit accepter, pourquoi pas, enfin, on n'est pas toxique, mais on peut faire ça aussi. On peut faire là tout de suite. Non, ça c'est intéressant, le poids des traditions. Le poids des traditions. Ah oui, c'est intéressant. Moi je trouve que ça peut être... Et on fait les parents toxiques après. Donc, rendez-vous dans un mois, vous saurez les dates par OBS, par Facebook et tout ça. Au revoir. Ça se passe toujours à la même heure. Oui.